présentement avec nous. Donc, la présentation que je fais aujourd'hui, elle s'insère dans le fond dans la recherche que Émilie a présentée un peu plus tôt. Le contexte de la pandémie a changé beaucoup de choses, puis en fait, on a décidé de prendre un angle un peu différent en s'intéressant à la situation des anges gardiens pendant la pandémie. Donc, on a décidé de mener une revue de presse pour faire ressortir en fait le contexte et puis le vécu de ces anges gardiens-là. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une ligne du temps qui est issue des articles de presse qui ont été recueillis. Je vais ensuite faire ressortir des constats au niveau des enjeux de reconnaissance de ces anges gardiens-là pour conclure puis ouvrir la conversation un peu sur cette idée-là là, de reconnaissance professionnelle et puis là, la pertinence d'une structure d'encadrement. Avant de commencer, par exemple, je vais juste signifier que ange gardien, c'est un terme qui est une définition assez large et fluide. Là, on va dire dans les articles qui sont mobilisés, parfois on va parler de professionnels de la santé qui sont en contact direct avec le patient. À d'autres moments, on va parler d'un travailleur dans le domaine de la santé, là, donc qui est assez large, là, on parlerait donc de gens qui ne sont pas forcément en contact avec le patient. Et puis, il y a des articles aussi qui vont parler d'ange gardien comme un synonyme de travailleur essentiel. Donc là, dans ce cas-là, ça va être ange gardien. On pourrait même penser à un commis d'épicerie qui va être considéré comme, disons, mettant sa vie là, en danger puisqu'il se met à risque d'attraper la COVID-19 travaillant avec le public. Dans le cas de la présentation, par exemple, quand moi je parle d'ange gardien, là, moi je signifie les travailleurs de la santé. Donc, dans le cadre de cette analyse médiatique-là, on a utilisé la base de données Eureka, dans laquelle on a utilisé les mots-clés immigrants, préposés aux bénéficiaires, ange gardien, demandeur d'asile, COVID-19, coronavirus, en anglais asylum seeker, guardian angel, healthcare worker. Et puis, on a circonscrit notre recherche à 4 journaux, donc La Presse, Le Devoir, le Huffington Post et puis The Montreal Gazette. Le dernier, The Montreal Gazette, ne faisait pas partie en fait de la base de données Eureka, donc les articles qui sont issus de ce journal-là, en fait, on est allé les chercher à la mitaine sur leur site Internet à eux. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter la dite ligne du temps, puis on va voyager sur cette ligne-là ensemble, et puis on va faire ressortir des éléments intéressants par rapport au vécu de nos anges gardiens. Donc, 27 février 2020, on a le premier cas de COVID-19 qui est déclaré au Québec. Va s'en suivre donc la déclaration sanitaire d'urgence pour le pays, pour le Canada et puis pour la province du Québec. Dans les journaux, vers la fin mars, on va rapporter la fermeture de services qu'on appelle non essentiels. Et puis, on rentre dans les articles de presse, dans les journaux, cette nouvelle vocable-là de ce qui est essentiel versus ce qui est non essentiel. On va d'ailleurs faire sortir vers la mi-avril, ça va être dénoncé dans certains journaux qu'il y a des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, voire aussi des médecins qui n'avaient pas de permis de travail, donc pas l'autorisation de travailler à ce titre-là, qui se sont proposés comme bénévoles, majoritairement pour aller prêter main forte dans les CHSLD. Et puis, beaucoup d'entre eux, on leur refuse donc cette aide-là, là, même si c'était pour des fonctions, des rôles assez restreints. Et puis, ce sera critiqué dans les médias. Vers le début mai, on voit là qu'il commence à y avoir des organisations communautaires qui somment le gouvernement fédéral de régulariser le statut de plusieurs travailleurs qui sont dans le domaine de la santé et puis qui sont demandeurs d'asile, donc des gens qui sont considérés comme sans-papiers, comme irréguliers, et puis qu'on réalise en fait que ce sont ces gens-là ou une grande partie de ces gens-là qui sont ce qu'on va utiliser là, dans les journaux comme au front. On va dire ces gens-là donc se mettent à risque d'attraper la COVID-19 pour prendre soin, entre autres, là, des patients dans les hôpitaux, puis dans les CHSLD aussi. Il va donc commencer à y avoir des manifestations qui vont revendiquer cette régularisation-là des anges gardiens. Autant le gouvernement provincial que fédéral, vers la fin mai, là, vont se dire ouverts à l'idée. Au niveau provincial, on sent qu'il y a peut-être une réticence. En fait, on prend l'idée d'un cas par cas, donc d'y aller de manière assez serrée. Et puis, au niveau fédéral, on sent peut-être une plus grande ouverture, ou en fait, par comparaison, en fait, il y a une ouverture, là, donc on se dit aussi ouvert pour cette régularisation-là. Il
il va continuer à avoir des manifestations, d'ailleurs, suite à quelques nouvelles. Donc, le ministre de l'Immigration, à ce moment-là, vers la fin mai, début juin 2020, où on va parler de la nouvelle réforme du PEC. Donc, on était déjà en attente de cette réforme-là. Et puis, quand le ministre Simon-Jean Barrette présente la nouvelle mouture du PEC, il présente aussi un projet pilote pour recruter environ 550 préposés aux bénéficiaires venus de l'étranger qui pourront être formés puis venir pallier au manque de main-d'œuvre. Sauf que dans les journaux, on va sortir un peu après, en fait, que les demandeurs d'asile qui sont déjà en train d'occuper ces postes-là, soit en CHSLD ou en centre hospitalier, mais ne seront pas éligibles à cette formation-là. Et puis, ce sera grandement critiqué dans les médias. Il continue à la fin juillet d'avoir des manifestations. Encore une fois, là, on parle maintenant d'une régularisation pour tous, ce qui veut dire qu'on parle d'anges gardiens, mais on commence à élargir cette catégorie-là. On veut une régularisation des demandeurs d'asile, en fait, qui travaillent maintenant dans un travail, on va dire, essentiel. Donc, tous les travailleurs, tous les demandeurs d'asile qui, parce qu'eux n'ont pas accès à certains services, dont la PCU, doivent continuer à travailler et donc doivent mettre leur vie potentiellement en danger là, puisqu'ils sont en risque de contracter la COVID-19. Il va y avoir des sit-ins d'ailleurs. Et puis, dans le mois de juillet-août, il y a négociation entre le fédéral et le provincial. C'est ce qu'on comprend des articles de presse. Et puis, le dit programme, donc programme spécial, le programme spécial pour les demandeurs d'asile en période de COVID-19 va être dévoilé à la mi-août. C'est l'appellation que vous voyez sur la ligne du temps, le PSDAPC, là, juste pour faire court. Ce qu'on comprend quand le programme est dévoilé, c'est qu'il y a deux formes du programme. Il y a le programme pour le provincial québécois, donc pour la province du Québec, qui va être ouvert, dans le fond, aux demandeurs d'asile, aux anges gardiens, qui ont offert des soins directs aux patients. Alors que la deuxième version de ce programme-là, qui est pour le restant du Canada, lui, est plus large. Donc, c'est pas seulement, c'est pour les travailleurs de la santé, par opposition à ce qu'on pourrait qualifier d'un professionnel de la santé, quelqu'un qui pose des actes cliniques là, en contact avec un patient. Forcément, par les partis d'opposition au Québec, ça sera critiqué, cette restriction-là. Et puis, vers la mi-septembre, début octobre, dans les médias, ce qui ressort, en fait, c'est qu'on vient déplacer un peu le focus. Et puis là, de quoi on parle? On parle des conditions de vie, des conditions de travail de ces demandeurs d'asile-là, de nos anges gardiens. Donc, il y a des sondages qui sortent où on révèle en fait qu'on fait ressortir que ces demandeurs d'asile-là, de par leur statut, eux, ils n'ont pas accès aux garderies. Eux, ils sont des fois, on leur refuse le dépistage, le test de dépistage à la COVID-19. Il y a une enquête de la presse qui va sortir, qui va exposer là, les abus qui sont faits par les agences de placement, qui, eux, ont une banque d'employés qui vont travailler dans les CIUS et les CIS. Et donc, les manifestations qui vont arriver là, à la mi-septembre, fin septembre, viennent mettre de l'avant cette incertitude-là. Puis même là, jusqu'en novembre, ce sont des manifestations où on parle maintenant de solidarité. On parle d'un droit de régulariser tout le monde. Et puis, on vient amener ces nouveaux enjeux éthiques-là là, du fait qu'en plus du service rendu, il est fait dans des conditions qui sont souvent bien moindres que ce qu'un homonyme québécois régulier peut vivre comme condition de travail. Il y aura d'ailleurs encore là, vers la fin novembre, là, cette question-là d'élargir au Québec les critères d'admission. Et puis, ce sera clairement dit là, en fait, qu'il n'y aura pas d'ouverture pour ça et puis qu'au Québec, le programme sera donc plus serré qu'au restant du Canada. Vers la mi-décembre, première inoculation contre la COVID-19 au Québec et puis la même journée, on lance le programme. Donc, maintenant, les demandeurs d'asile peuvent aller en ligne. Et puis, comment ça fonctionne rapidement au Québec? Donc, le demandeur d'asile peut aller ouvrir sa demande. Sa demande elle est lancée au fédéral. Elle doit ensuite être envoyée au provincial là, pour un CSQ, donc un certificat de sélection du Québec, pour ensuite être retraitée au fédéral là, pour que la résidence permanente soit donnée.
vers la fin décembre, début janvier, encore des manifestations de groupes communautaires là, qui revendiquent l'élargissement du programme. Et puis, dans les médias, le sujet sera très, très silencieux jusqu'à la fin février, jusqu'en mars, où là, on vient, Radio-Canada notamment, là, qui vient faire sortir des données de l'IRCC quant au fait que les dossiers sont traités de manière extrêmement lente, que les procédures sont ardues, c'est compliqué pour les demandeurs d'avoir la résidence. Et puis là, à la fin mars, on nous dévoile que sur les 721 dossiers qui ont été soumis au Québec, seulement 3 ont mené à l'obtention de la résidence permanente. Et puis, chronologiquement, les articles qu'on a fait ressortir là, finissent avec un article qui parle donc de pressions qui sont organisées pour le gouvernement fédéral, puisque le gouvernement fédéral, de manière discrétionnaire, pourrait contourner l'étape avec le Québec, pas qu'ils veuillent le faire, mais c'est que ce sont les pressions qui sont présentement organisées par les organismes communautaires, là, notamment donc l'organisation d'une marche de 7 jours cet été, juin-juillet, le mois m'échappe, donc une marche de Montréal jusqu'à Ottawa pour revendiquer l'élargissement du programme. Donc, je vais vous revenir au PowerPoint. Ici, je vous présente là, un tableau que Radio-Canada a fourni qui permet de mettre en comparaison le Québec en foncé avec le reste du Canada. Puis si on voit le dernier histogramme, là, on voit que le nombre de dossiers approuvés là, par comparaison est extrêmement faible au Québec. Et puis, ce sera vivement critiqué dans les médias. D'ailleurs, sur ce sujet-là, en fait, les constats qu'on émet, c'est que, premièrement, au niveau de l'opinion publique, il y a peu de division sur le sujet. C'est assez consensuel comme sujet. En fait, la régularisation du statut des anges gardiens, le public est favorable à cette régularisation-là et à pouvoir donner la résidence permanente aux demandeurs d'asile. D'ailleurs, ça se voit dans la représentation médiatique qui a changé. Donc, habituellement, on est habitué de voir la représentation des immigrants irréguliers dans les médias comme des gens qu'on va appeler des illégaux, souvent associés à un certain danger, et puis qui là, tout d'un coup, sont nommés comme des anges gardiens, des gens dévoués, des gens courageux, on va les appeler nos voisins. Certains articles vont appeler, ce sont nos cousins, ces gens-là. On va les appeler là, extraordinaires, héroïques, donc une représentation médiatique qui a complètement changé. Aussi au niveau de la mobilisation communautaire. Donc, il y a les organismes Réseau solidaire sans frontières et puis Debout pour la dignité, 2 organisations là, communautaires qui vont vraiment porter disons, le poids de la représentation de ces gens-là qui souvent là, ne veulent pas être identifiés ou n'ont pas vraiment les recours légaux pour faire valoir leur situation. Il y aura même la formation d'une coalition là, pour la régularisation des statuts, qui va être un ensemble non partisan de citoyens qui vont s'être organisés pour vraiment défendre les droits des personnes qui sont concernées par ce programme-là. Puis, à l'été dernier, il y a le mouvement « Je me souviendrai », donc « Je me souviendrai de ces anges gardiens-là » et puis du service rendu qui a été constitué là, l'été dernier. Et puis, donc, on voit que cette lutte à la reconnaissance sociale-là, en fait, elle tourne où elle se déploie sur un enjeu éthique, donc sur un argument éthique qui est celui du vivre ensemble et puis d'un appel à l'unité. On fait beaucoup valoir le fait que les anges gardiens sont en fait un avantage pour la société québécoise parce qu'ils mettent de l'avant des valeurs qui sont éminemment québécoises, qui sont le fait de travailler fort, le courage, le fait donc de mettre un peu là, les autres en avant de soi. Ça résonne beaucoup là, au niveau culturel ici. Et puis, on voit aussi cette reconnaissance-là, donc cet octroi de la résidence permanente comme une occasion extrêmement tangible de remercier des gens qui ont littéralement mis leur vie en jeu et puis dont certains sont décédés malheureusement d'ailleurs. C'est vraiment cette reconnaissance sociale-là qui va amener des pressions et qui va entraîner donc la reconnaissance qui est institutionnelle pour, dans le fond, l'octroi d'une résidence permanente, donc une reconnaissance institutionnelle du statut de ces demandeurs d'asile-là. On voit qu'au niveau fédéral, comme j'ai précédemment mentionné, il y a le désir d'ouvrir le programme là, de manière, je vais dire, plus large par comparaison avec le Québec. Donc, il y a une définition des anges gardiens qui est, on parle plus des gens qui ont travaillé
dans le domaine de la santé, tandis qu'au provincial, on va resserrer cette catégorie-là, puis on va parler de gens qui ont donné des soins directs aux patients là, dans ce qu'on va considérer comme un ange gardien. D'ailleurs, là, je vous cite Nadine Giraud, qui est maintenant la ministre de l'Immigration au Québec, qui dit au sujet du programme, en fait, ce n'était pas un programme discriminatoire, c'est un programme pour remercier les gens qu'on voulait remercier chez les anges gardiens, qui ont pris soin de nos gens. C'est tout simplement ça. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'on défend le fait que les critères sont plutôt serrés. Donc, je vous rappelle juste rapidement, parce que c'est quand même intéressant, là, les critères d'admissibilité pour le programme au Québec. Donc, il faut avoir travaillé 120 heures entre le 13 mars et le 14 août 2020. Comme je vous disais, il faut avoir pratiqué un emploi donnant des soins directs aux patients. Ce qui veut dire, là, habituellement, être préposé aux bénéficiaires, être infirmière, être soignant, alors que ce n'est pas vraiment un titre dans le domaine de la santé publique. Je ne suis pas au courant au privé, mais ce n'est pas vraiment un titre. On met aussi infirmière superviseur. Dans ma très courte pratique d'infirmière, j'ai rarement vu un demandeur d'asile qui se rend au titre d'infirmière superviseur, mais bon, c'est dans les critères. Il faut aussi avoir cumulé un 6 mois d'expérience, donc 750 heures dans la profession. Ce qui veut dire qu'à moins d'avoir travaillé énormément entre mars et août, il fallait avoir occupé la profession avant. Toutefois, j'ai fait le calcul, c'est possible parce qu'on a des participants qui travaillaient 7 jours sur 7 de mars à août. C'est possible de rentrer dans le 750 heures là, en travaillant énormément pendant cette période-là. Il faut avoir le CSQ, ce qui est la particularité du programme au Québec, et les conjoints et les enfants du demandeur d'asile sont aussi éligibles à la résidence permanente, ce qui est habituel là, dans les demandes. Ça nous amène à la fin de la présentation où, en fait, on constate qu'il y a donc un grand flou qui entoure cette catégorie-là des anges gardiens. Qui sont ces anges gardiens-là? Puis ce flou-là, en fait, il est concomitant au fait qu'il y a une urgence sanitaire qui est là, qui est beaucoup marquée par un manque de main-d'œuvre, mais il y a aussi une urgence d'intervention parce qu'on a fait ressortir que ces demandeurs d'asile-là, ils vivent dans une énorme précarité. Ce qui veut dire qu'on ressent qu'on doit agir, mais on n'est pas certain non plus de sur quelle catégorie de personnes on doit pouvoir mener les interventions. Ça nous amène à quelques réflexions, là, notamment, il faudrait définir de façon beaucoup plus précise qui sont ces anges gardiens-là. C'est une catégorie qui a émergé dans les médias, qui est relativement nouvelle. Puis, en fait, de définir la catégorie permettrait d'enlever ce flou-là entre les revendications qui sont faites au niveau social puis des actions institutionnelles qui ne semblent pas coller avec ce qui est demandé. Puis, en fait, ça nous amène en fait, à pouvoir se demander c'est quoi les compétences puis les catégories d'emploi que nous, on veut reconnaître en tant que société québécoise, sachant que cette reconnaissance-là, elle permet éventuellement la régularisation d'un statut puis l'atteinte d'une résidence permanente, ce qui est quand même énorme. Donc, on se demande socialement qui on veut reconnaître comme ange gardien. Voilà.